Une lente remontée du Mékong depuis le delta, grenier aride du Vietnam, nous permettra d'atteindre le Cambodge pour une découverte du patrimoine khmer hors des sentiers battus. Par une croisière à bord du Tum Thiu, bateau tout de bois vêtu, par des promenades en barque et en bargerie, nous allons découvrir une nature authentique. Avec la découverte des temples d'Angkor, nous serons révélés des lieux cultes. Des lieux insolites s'ouvriront à nous, tels le site de Sambor près Cook, superbe ouvrage de l'époque pré-angkorienne, tel le temple abandonné de Beng Mealea, ou encore la rivière aux mille lingua. En route pour un fabuleux voyage. Arrivé à Singapour. Le temple Sri Mariamman est le monument hindouiste le plus ancien de Singapour. Arrivé à Ho Chi Minh Ville, ex-Saigon, passage à la poste centrale et au musée des Beaux-Arts. Temple chinois dans le vieux quartier de Cholon. Le marché est un savant mélange d'accessoires de confection, de victuailles et de boutiques aux plantes médicinales chinoises. Des monceaux de crevettes sous des grappes de saucisses. Promenade sur le delta du Mékong. Arrêt déjeuner sur l'île de Ho Sun.
À Kanto, au matin du 3e jour, petit déjeuner à bord du Lady O, ancienne bargerie restaurée pour la découverte des marchés flottants authentiques et joyeusement animés. Nous quittons la Lady O pour prendre place dans des canots afin de pouvoir circuler entre les bateaux regorgeant de fruits, de légumes et d'ustensiles en tout genre. Accostage déjeuner et découverte de la fabrication des feuilles de riz. Continuation vers Chau Doc, dernière ville vietnamienne à la frontière du Cambodge. Arrivée à l'hôtel Victoria directement situé sur le fleuve. Au matin du 4e jour, remontée du Mekong en direction de Phnom Penh. Arrivée à la frontière cambodgienne, débarquement pour procéder aux formalités douanières et apercevoir le travail ingrat des fonctionnaires cambodgiens. Phnom Penh après une matinée en canot rapide. Le Musée national des beaux-arts. En 1975, les Khmers rouges laissèrent ce musée en piteux état. Il a été entièrement restauré depuis. Le Palais Royal, magnifique ensemble de style néo-khmer, comprenant notamment la salle du trône, la salle de banquet et les bureaux royaux. Le pavillon Chan Chaya. Au pied de la salle du trône qui fut inaugurée en 1919 par le roi Sizowat. Voici une étonnante maison de fer offerte au roi Norodom par Napoléon III. La pagode d'argent ainsi nommée car plus de 5000 dalles de 1 kg chacune couvrent le sol. Son contenu fut détruit à 60% sous le régime de Pol Pot, mais ce qui subsiste constitue le témoignage spectaculaire de l'éclat et de la richesse de la civilisation khmère.
Le 5e jour, départ vers Kompong Cham. Temple de Wat Nokor à la lisière de la ville. Ce sanctuaire du bouddhisme Mahayana, en grès et en latérite, date du XIe siècle et abrite aujourd'hui un Wat Hinayana très actif. Le sanctuaire central cruciforme a vu sa tour centrale effondrée, remplacée par un stupa. Grande salle du monastère actuel incorporée aux arcades de l'ancien bâtiment pour en faire un lieu de dévotion. Délicatesse gastronomique. Temple de Phum Prasat. Linteau richement sculpté. Temple Wat Kaha Nokor.
Marché de nuit à Kompongthom. Au 6e jour, découverte de Sambor Preikuk, temple pré-angkorien datant du 7e siècle, qui fut le temple principal d'Isanapura, capitale du royaume Shenla pendant le règne du roi Isana-Varman. Plus de 100 temples sont éparpillés dans la forêt, dont certains sont les plus anciens du Cambodge. Façade orientale du sanctuaire S1 dépendant du groupe Sud. C'est l'un des plus vastes du pays khmer. Il devait abriter, outre le lingua central en or, d'autres divinités. La parfaite ordonnance des briques à l'intérieur de la tour est en soi une œuvre d'art. Le mur de la première enceinte du temple sud était décoré de médaillons qui illustraient des scènes mythologiques. Sanctuaire du groupe central. Les 2 lions qui se dressent à la porte sont avec le linteau les seuls éléments qui subsistent du décor. Le reste a été vandalisé. Enserré par un grand ficus qui le ruine et le soutient à la fois, le temple Vinde du groupe Nord. Friandises aussi inattendues qu'inespérées proposées en cours de route. Arrêt dans un village de sculpteurs sur pierre. Retour à Phnom Penh, au pied de la colline de Madame Penh pour visiter le Wat Nom, le plus vieux sanctuaire de la ville. La première pagode aurait été érigée sur ce site en 1373 pour abriter 4 statues du Bouddha déposées par les eaux du Mékong et découvertes par une femme du nom de Penh. Beaucoup viennent aujourd'hui y prier pour la réussite aux examens ou dans les affaires. Quand un vœu est exaucé, le fidèle revient porter l'offrande promise, soit une guirlande de jasmin, soit un régime de bananes dont les esprits seraient friands. Au matin du 7e jour, embarquement à bord du Tomthieu et navigation sur le Bassac vers Udong.
Arrivé à Kochen, village d'artisans spécialisés dans le travail de l'argent. L'école du village. L'endroit n'est pas forcément allié avec les images suivantes. Traversée du fleuve vers Oudong. Arrivé à Oudong la Victorieuse, élevée au rang de capitale à plusieurs reprises entre 1618 et 1866. Il ne reste pas grand-chose de ce passé glorieux, hormis un site charmant, couronné de stupas royaux, contenant les cendres de rois khmers de différentes époques. Arrivé à Kompong Tralar pour la visite d'une pagode. Des chars à bœufs nous attendent pour nous emmener à la pagode à travers les rizières. Route du retour vers l'embarcadère. Coucher de soleil sur le Tonlé Sap.
Accostage à Kompong Chnang, dont le nom a été formé d'après les noms Chnang, poterie en terre qui est fabriquée dans les villages alentours, et Kompong qui signifie port. Système traditionnel de poterie toujours pratiqué, sans tours. Nouvelle génération, nouvelle méthode. Retour au marché de Kompong Chnang. Une grande délicatesse, les œufs couvés. Une grande peur de l'homme blanc à moustache et à lunettes. Arrivé au grand lac Tonlé Sap. En canot pour gagner la ville flottante de Kompong Leong, un des sites les plus intéressants de la province de Pursat. Ses 10 000 habitants vivent en permanence sur l'eau. La ville possède pratiquement toutes les commodités. Les bateaux accueillent des restaurants, des écoles, des cabinets médicaux, des bars à karaoké. La population se compose principalement de Vietnamiens.
Retour à bord du Tomtio. Au 9e jour, nous quittons le Tomtio. C'est la fin du périple qui nous a menés depuis le delta du Mékong aux portes de Siem Reap. Fin du périple, mais non des découvertes, pour 3 journées consacrées au temple d'Angkor, but ultime du voyage. Arrivé à l'hôtel Victoria. Visite d'un chantier-école où sont enseignées les techniques de l'artisanat. Premier regard sur Angkor Wat, chef-d'œuvre de l'art khmer à l'occasion du coucher de soleil. Angkor Wat, symbole durable de la dévotion de l'homme, est tout simplement unique. Le plus grand, le mieux conservé, est généralement considéré comme le plus vaste édifice religieux du monde. Il n'a jamais été laissé à l'abandon. Dixième jour. Voici la cité fortifiée d'Angkor Thom, la grande ville royale qui couvre quelques 10 km² et fut construite par le plus grand souverain d'Angkor, Jayavarman VII, qui régna de 1182 à 1219. Arrivé au Bayonne, qui compte 54 tours gothiques, décorées de 216 visages monumentaux, d'Avalokiteshvara, au sourire glacial qui pourrait représenter Jayavarman VII. Bien des mystères n'ont pas encore été élucidés, telle la fonction exacte et le symbolisme du monument. Ce halo de mystère convient parfaitement au visage à l'énigmatique sourire qui caractérise le Bayonne. Le Bayonne possède d'extraordinaires bas-reliefs qui courent sur 1200 mètres et comptent plus de 11 000 personnages. Les sculpteurs dépeignent des scènes vivantes de la vie quotidienne au XIIe siècle au Cambodge.
Du fait de l'orientation du temple, l'astre solaire à son lever éclaire chaque visage l'un après l'autre. Le Bayonne ne perd rien de sa splendeur au coucher du soleil, lorsque la lumière quitte progressivement les visages. La terrasse aux éléphants, d'une longueur de 350 mètres, servait de tribune géante pour les cérémonies publiques. Il faut imaginer le faste de l'Empire khmer à son apogée, avec la cavalerie, les attelages et les éléphants traversant la place centrale, en une procession haute en couleurs, avec banderoles et étendards flottant au vent. À l'ombre de nombreux parasols, le dieu roi, couronné d'un diadème en or, observe le défilé, entouré d'une nuée de mandarins et de servantes qui vont et viennent portant des ustensiles d'or et d'argent. Les tours des funambules. La terrasse du roi lépreux est une plateforme de 7 mètres de haut, comportant sur au moins 5 niveaux des sculptures soigneusement exécutées, d'apsaras assises avec également des rois au diadème pointu, armés d'épées à double tranchant, accompagnés de princesses de la cour, parées de colliers de perles, à plusieurs rangs. Cette terrasse de la fin du XIIe siècle supportait autrefois un pavillon en matériaux légers. Une statue nue asexuée occupe le sommet de la terrasse. Le Phiméanescas ou palais céleste, pyramide en latérité grès de 12 mètres de haut et à 3 gradins, est plutôt mal conservé. Retour au grand temple d'Angkor Wat. À l'instar des autres temples montagnes d'Angkor, Angkor Wat représente également une réplique de l'univers en miniature. La tour centrale symbolise le mont Meru avec 5 tourelles plus petites, elles-mêmes entourées par 5 cours intérieures, c'est-à-dire les 5 continents, et par des douves, c'est-à-dire les océans, cernant le tout. La galerie extérieure du premier niveau est un véritable livre d'images de 600 mètres de long et de 2 mètres de haut. On assiste à la bataille de Kurudvecha, épisode central de l'épopée indienne du Mahabharata, et également à la marche triomphale de l'armée de Suryavarman II. Voici le baratage de la mer de lait. 88 dieux et 92 non-dieux sont occupés à tirer tour à tour sur le naga géant Vasuki pour fouetter l'océan primordial pendant 1000 ans et en tirer l'élixir d'immortalité. Escalade de la tour centrale pour assister au coucher de soleil. Jadis, seul le roi Dieu et le grand prêtre avaient droit à gravir les escaliers abrupts.
Au matin du 11e jour, arrivé au temple bouddhiste de Nekpen datant du XIIe siècle. Jayavarman VII fit aménager un grand bassin et sur son île centrale le Nekpen ou Naga enroulé fut placé. Les 4 grands fleuves de l'univers sont représentés par 4 gargouilles abritées dans les petites chapelles qui se dressent entre le bassin principal et ses satellites. Preakan, ou temple de l'épée sacrée, dû à Jayavarman VII. Il s'agit d'un immense temple destiné à remplir des fonctions de monastère, d'université et de résidence royale. Une stèle laisse à penser qu'il aurait été édifié en 1177. Il abritait 10 000 personnes, dont un millier de professeurs. Jayavarman VIII et ses successeurs, revenus à l'hindouisme, s'employèrent à y faire disparaître toutes les représentations du Bouddha. Le temple était dédié à 515 divinités, 18 fêtes annuelles importantes s'y déroulaient, nécessitant la présence de milliers de serviteurs pour l'entretien du lieu. Édifice à 2 étages avec colonnes qui n'a pas encore révélé le secret de sa fonction. Linteau avec de magnifiques apsaras. Dans le sein des 5 cruciformes, un stupa. Petit sanctuaire dans la seconde enceinte galerie. Barattage de la mer de lait. Visite de la conservation d'Angkor abritant les entrepôts de restauration. Arrivé au Taprom, monument d'Angkor dégageant énormément de charme. Son principal attrait est d'avoir été abandonné à la jungle. Il donne une bonne idée de l'aspect d'Angkor lorsque les explorateurs foulèrent le site pour la première fois. Une ombre tamisée drape le temple. Les tours et les murs croulants ne tiennent plus que grâce aux racines des fromagers, des capoquiers et autres banians qui enlacent les pierres sculptées ou se glissent sous les portes à demi écroulées. Construit vers 1186, le Taprom était un temple bouddhiste dédié à la mère de Jayavarman VII. Près de 80 000 personnes entretenaient le temple, dont plus de 2700 administratifs et 615 danseurs.
Soirée avec danse traditionnelle khmer dont le ballet des Apsaras et des extraits de la légende du Ramayana. Au 12e jour, découverte du temple de Bentesrei, temple hindou dédié à Shiva, est considéré comme le joyau de l'art angkorien. Taillé dans une pierre rosée, il abrite des sculptures d'une exceptionnelle finesse. Son nom signifie la citadelle des femmes. Ce n'est pas à un roi que l'on doit ce temple, mais à un brahman qui a peut-être été le précepteur de Jaryavarman V. Sa construction débuta en 967. Monté vers Kbal Spin, enfoui dans la jungle au nord-est d'Angkor. Il s'agit d'un lit de rivière merveilleusement sculpté, connu sous le nom de rivière aux 1000 lingua. Des lingua ont été délicatement taillés dans le cours d'eau, qui compte aussi des représentations de divinités indiennes. Le site a été découvert en 1969 par un ethnologue français, Jean Boubet. Ce n'est que depuis 1998 que les conditions de sécurité permettent d'accéder au lieu. Représentation de Vishnu. Le grand lingua. Piste vers Beng Mealea. Complètement envahi par la végétation, le Beng Mealea est l'un des temples les plus spectaculaires et les plus mystérieux d'Angkor. Construit sous le règne de Suryavarman II, il arbore un plan très similaire à celui d'Angkor Wat. La jungle a littéralement absorbé le temple. Il faut escalader les blocs de pierre, se frayer un chemin à travers de longues galeries sombres et progresser entre les lianes pour parvenir à la tour centrale complètement effondrée. Promenade vertigineuse sur les murs pour distinguer les sculptures impressionnantes enfouies sous les décombres et la végétation.
Dernier regard sur l'hôtel Victoria avant le retour rue du Bourg. C'est la fin du voyage.